Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde pour ce 143e numéro. Voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par le Kazakhstan où PepsiCo redouble d'efforts pour ses snacks kazakhs. La société a alloué 320 millions de dollars supplémentaires pour tripler la production d'une usine locale de snacks qui, annonce-t-il, deviendra son pôle d'activité pour l'Asie centrale. PepsiCo est l'une des plus grandes entreprises américaines encore présentes en Russie, même si elle semble avoir adapté ses activités sous la pression de l'opinion publique. L'Asie centrale est donc un choix naturel pour se protéger. Il faut saisir les opportunités sur ces marchés en croissance, bénéficiant de solides liaisons de fret vers la Russie et la Chine voisine si la situation s'améliore. Pour les dirigeants de moindre réputation, cherchant à contourner les sanctions et les droits de douane, il paraît qu'il ne manque pas d'entrepôts locaux prêts à renommer votre produit fabriqué à Almaty. Poursuivons plus longuement avec un rappel au risible de l'hubris des hommes, l'annonce du naufrage du nouveau navire de guerre nord-coréen lors de ce qui devait être son lancement triomphal. Mercredi, le dirigeant suprême Kim Jong-un et divers pontes du Parti des travailleurs nord-coréens au pouvoir se sont réunis à Chongjin, une ville portuaire du nord-est du pays, pour assister au lancement du deuxième nouveau destroyer nord-coréen. Il y a moins d'un mois, Kim avait lancé en grande pompe le premier destroyer de 5000 tonnes de classe Choe-hyun. Difficile d'en être certain, mais cela pourrait représenter un véritable bond en avant dans les prouesses navales de la Corée du Nord. Un deuxième lancement réussi aurait donc scellé l'affaire. Mais au lieu de cela, sous le regard vigilant du grand chef en personne, le navire de guerre a tangué, vacillé et coulé. Selon les renseignements sud-coréens, le navire gît maintenant sur le flanc, dans les eaux peu profondes du port. On a beau tenter d'être impartial, difficile ici de ne pas sourire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Difficile à savoir avec certitude, mais les facteurs probables incluent le fait que le chantier naval de Chongjin ne dispose pas d'une cale sèche ou d'une rampe plus avancée, ce qui a obligé les ingénieurs à tenter un lancement latéral plus délicat. La conception et l'armement du navire ont entraîné une répartition inégale de son poids, rendant cette première tentative de lancement latéral encore plus catastrophique. Et il y a aussi un sentiment général que tout a été bâclé en réponse à la pression d'avancer à tout prix et de démontrer au monde les progrès du régime. Comment Kim a-t-il géré cela ? Eh bien, comme on l'imagine, pas très bien. Il a qualifié l'accident d'acte criminel causé par une négligence absolue qui a entraîné l'effondrement de la dignité et de l'estime de soi de notre État. Si cette grandiloquence peut faire rire, elle prend tout son sens quand on réalise que l'échec de cette semaine touche au cœur même de la justification de sa famille pour un règne éternel. Protéger les Nord-Coréens d'un monde hostile. Et si elle n'y parvient pas, pourquoi est-il là ? L'autre question laissée à votre sagacité est la suivante. Aujourd'hui, les dictateurs souhaitent un contrôle narratif total. On peut donc s'empêcher de se demander pourquoi Kim a autorisé cette diffusion plutôt que de blâmer des espions étrangers, de faire comme si de rien n'était, ou d'affirmer qu'il s'agissait en réalité du lancement d'un sous-marin. Et en réfléchissant à cette question, les réponses sont plutôt intéressantes. Sur le plan national, il était à Chongjin avec sa fille, des centaines de membres des élites locales et des milliers de spectateurs obéissants. Cet échec cuisant allait donc se répandre, que ces médias d'État en aient parlé ou non. Et à l'international, des satellites open source comme Planet Labs ou Maxar suivaient ce lancement et auraient publié des photos du destroyer submergé par la suite. De la même manière, nous l'aurions su de toute façon. La question pour Kim n'était donc pas de savoir s'il fallait autoriser cette histoire, mais comment la façonner. Et sa réponse est claire, rejeter la faute sur ses subordonnés pour A. Instiller la peur et rappeler son autorité, tout en B. Préservant son propre mythe d'infaillibilité jutschiste sans C. Déclencher une nouvelle crise internationale qu'il ne peut se permettre en imputant son erreur à la Corée du Sud voisine. On conclura sur un rappel de la valeur indéniable des images satellites open source, mais aussi sur l'opportunité des services de renseignement sud-coréens de recruter un certain nombre d'ingénieurs terrifiés. Continuons par Genève, où un accord mondial sur les pandémies a été adopté lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé, marquant une étape significative dans la gouvernance sanitaire mondiale. Cet accord vise à prévenir, se préparer et répondre efficacement aux futures pandémies, renforcer la coordination internationale et l'équité dans l'accès aux ressources sanitaires.
et tirer les leçons des lacunes observées lors de la pandémie de Covid-19, avec notamment une reconnaissance de l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale pour prévenir les zoonoses et la création d'un réseau logistique mondial pour améliorer la distribution équitable des ressources médicales essentielles. L'accord entrera en vigueur après la ratification par 60 pays et l'adoption de l'annexe relative au système PABS prévue pour 2026. Cet accord représente une avancée majeure vers une réponse mondiale plus coordonnée et équitable face aux pandémies futures. Cependant, sa mise en œuvre effective dépendra de l'engagement continu des États membres et de la finalisation des mécanismes opérationnels prévus. On regrettera l'absence des États-Unis, ancien premier contributeur de l'OMS, s'étant récemment retiré de l'organisation après la décision du président Trump. Achevons avec l'ASEAN. Lors du sommet à Kuala Lumpur, les dirigeants de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ont exprimé leur profonde préoccupation concernant les mesures tarifaires unilatérales sans mentionner explicitement les États-Unis. Parallèlement, en Chine, le Premier ministre Li Qiang a annoncé que son pays envisage de nouveaux outils de politique économique, y compris des mesures non conventionnelles pour faire face aux perturbations de l'ordre économique et commercial mondial. Et enfin, nous vous laisserons sur une déclaration de l'ambassade britannique à Washington, le 21 mai dernier. Je les cite: « À l'occasion de la Journée internationale du thé, nous rendons hommage aux courageux Britanniques aux États-Unis qui gardent leur calme lorsqu'on leur sert du thé glacé sans un nuage de lait. Nous rendons hommage à ceux qui commandent du thé et se voient apporter un verre de trahison glacé et sucré. Nous vous voyons, nous vous comprenons. À 11h aujourd'hui, nous nous rassemblerons et ferons bouillir nos bouilloires en solidarité avec votre combat. » Cette merveille de compassion diplomatique s'appuie sur une querelle de longue date entre les ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni sur la façon de préparer le thé parfait. L'ambassade des États-Unis à Londres, par exemple, est intervenue l'année dernière après qu'un professeur américain a déclaré que la meilleure tasse de thé nécessitait une pincée de sel. Une violation flagrante des droits de l'homme pour nos diplomates grands-bretons, mais ces échanges joviaux sont une façon discrète de rappeler aux citoyens que derrière les drapeaux et les uniformes, une véritable fraternité peut sous-tendre des alliances d'aujourd'hui, fussent-elles parfois brutalement remises en cause. Et voici pour ce 143e numéro. N'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 3 choses. Évitez les destroyers nord-coréens. Dans le doute, servez-vous une tasse de thé. Mais surtout, écoutez les podcasts de compétences et développement comme ceux de l'IFAC, de l'IDREA, d'IET, de 3A, de l'IDRAC, de Subdecom ou du Vivamundi qui devraient vous éclairer et vous divertir sur les grands thèmes poursuivis par ces écoles. Et une fois ces écoutes achevées, espérant que tout cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, commenter et partager les numéros qui vous auront plu. C'est toujours apprécié.